La plateforme d'intégration et de test de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est une institution permettant aux scientifiques d'effectuer leurs recherches et développements technologiques au plus haut niveau. Ici, à Guyancourt, l'APIT met son savoir-faire au service du développement d'instruments d'observation du fond des océans jusqu'à l'espace par la mise à disposition de moyens mutualisés. Notre travail, c'est de fournir à la communauté scientifique des moyens de faire leurs tests ou leurs intégrations. Nos équipements sont adaptés pour des instruments qui sont pour l'étude du climat, donc qui sont des instruments qui vont faire des mesures dans l'environnement extérieur. Ça peut être de la température, la pression, les nuages, l'humidité, ce genre de choses. Et aussi pour des instruments qui vont aller dans l'espace avec un peu la même idée, donc soit observer la Terre, donc son atmosphère, ses polluants, mais aussi des instruments qui vont aller vers des planètes. Et ces planètes-là aussi, on va regarder qu'est-ce qui la compose, qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère, comment elle est éclairée par le soleil, ce genre de choses. Parmi les instruments qui ont été testés ou assemblés à l'aide des ingénieurs de l'APIT, il existe un projet novateur opérant en milieu polaire. Nous n'avions pas de mesures pérennes sur de longues périodes en région arctique, sachant que la région arctique est la région qui, si on prend la définition du cercle polaire, qui va au-delà de 66 degrés de latitude nord. Donc à 66 degrés de latitude nord, il y a encore des terres sur lesquelles il peut y avoir des stations d'observation équipées donc d'instruments qui réalisent des mesures atmosphériques, par exemple. Mais assez rapidement, on va être dans ce qu'on appelle l'océan arctique et forcément, qui dit océan, dit possibilité d'installer à un endroit précis une station d'observation pour réaliser des mesures sur le long terme. Et donc, l'objectif de ce projet était de pallier ce manque de mesures. Pour cela, il a été décidé d'essayer de mettre en place un réseau de bouées multi-instrumentées, réseau qui permettrait d'étudier les différents phénomènes qui opèrent dans cette région, qui est un peu particulière parce que nous avons simultanément dans un même lieu de l'eau liquide, de la glace de mer, de la neige et de l'atmosphère. Donc 3 milieux très différents qui interagissent entre eux. Pour ma part, donc, j'ai été ingénieur de recherche opticien et j'ai fait partie de l'équipe qui a conceptualisé l'instrument LIDAR qui est embarqué donc, sur les bouées multi-instrumentées. Donc ici, vous voyez ici à ma droite le télescope de l'instrument LIDAR, un télescope biaxe, 2 voies, une voie qui va émettre des impulsions laser dans l'atmosphère. Ces impulsions laser dans l'atmosphère vont être plus ou moins réfléchies par les petites particules ou les molécules qu'elles vont rencontrer. Et donc, une partie de ce signal réfléchi va être rétro-réfléchie et collectée par la voie de réception qui est juste à côté. L'APIT nous a apporté des locaux assez conséquents qui nous ont permis de réaliser différents tests, qui nous ont permis d'intégrer l'ensemble des instruments, de faire des tests d'intégration, c'est-à-dire pour le LIDAR au niveau atmosphérique, mais également pour l'IMB, pour l'étude de la neige, ou encore le profilaire océanique pour l'océan. Cette institution permet la facilitation et l'optimisation des développements instrumentaux, parfois même lors de leur phase préparatoire, comme pour Stratéol 2, un programme de sciences atmosphériques d'initiative française. On va commencer sur un projet avec donc un scientifique qui va avoir une idée de ce qu'il va vouloir observer. Et cette observation peut débuter par des simulations qui peuvent être observées sur notre mur d'image. Donc là, on a la nacelle Strat avec ses panneaux solaires, les différents équipements visibles du dessus. Donc le mur d'image immersif, c'est un équipement qui ressemble à un ordinateur géant qui permet de faire exactement ce qu'on fait sur un PC avec des atouts en plus, notamment un système de tracking, suivi de mouvement et des images en stéréoscopie, donc 3D. Le principal avantage de MIR, c'est que c'est un équipement qui se compose de 8 écrans Full HD 70 pouces. Dans la plupart des projets scientifiques, les chercheurs, les ingénieurs ont besoin de rentrer un nombre quantifiable de données sur des projets. Des données, que ce soit des données en puissance, des données d'optique, des données électroniques, électriques. Et en général, c'est des tableaux qui sont très gros, et qui ont du mal à être affichés sur des écrans que l'on a sur nos bureaux en général. Le fait de venir sur MIR, ça permet d'afficher complètement ces tableaux, d'interagir avec les différents membres d'un projet. Ça permet vraiment un travail collaboratif.
On a aussi la capacité 3D qui permet de faire de l'immersion sur des images. On peut imaginer des immersions à partir de données simulées. Donc ça peut être des environnements complètement virtuels. Par exemple, la physique des plasmas, de la météo, du spatial, pour les applications 3D. On peut aussi faire du dimensionnement, de la conception de projets, d'instruments. Pareil, la surface d'affichage va nous permettre d'imaginer des concepts en discutant avec les collaborateurs du projet, avec différents outils qui sont installés sur le mur d'image. Donc c'est un équipement qui est vraiment à la disposition des chercheurs et ingénieurs, qui, à la moindre demande, on peut faire n'importe quelle installation dessus. Et à partir de là, grande surface d'affichage, un espace avec des tables pour discuter, pour se poser et pour interagir et collaborer. Une fois qu'un projet est terminé, toujours sur ces murs d'image, on peut suivre les informations. Donc si c'est un satellite, on va recevoir des informations qu'on va pouvoir traiter et visualiser. Si ce sont des instruments qui sont embarqués, par exemple sur des bouées, des ballons sondes, ce genre de choses, c'est pareil. On va pouvoir suivre ces instruments, récupérer les informations et comme la science, c'est pas une personne qui travaille tout seul, mais plein de gens qui travaillent et qui participent, ils pourront interagir ensemble dans une pièce comme notre mur d'image. De la vérification des cartes électroniques jusqu'à l'assemblage des instruments sur les nacelles, Stratéol 2 fait partie des projets passant une grande partie de leur vie dans les halles de la PIT en attendant leur envol. Alors Stratéol, là sur le coup, je suis quand même bien impliqué puisque je suis ingénieur intégration et je prends aussi une certaine part sur ce qui est la mécanique, adaptation mécanique de pièces, conception de pièces, voire usinage de pièces, ce que j'appelle de l'adaptation mécanique. Donc je fais les intégrations et je participe aux missions d'envol. Le projet Stratéol, c'est un projet dédié à l'étude des phénomènes atmosphériques au niveau de l'équateur. Et le but, c'est de récolter des différentes mesures au niveau de l'atmosphère. Stratéol 2, c'est un projet de ballons qui doivent voler pendant plusieurs mois au niveau de la zone équatoriale, à la limite basse de la stratosphère. C'est une zone qui est assez peu étudiée, tout simplement parce que lorsqu'on est au sol, on a une zone, c'est masqué par les nuages, et lorsqu'on est avec un satellite, il y a aussi des nuages au-dessus, qui fait qu'on a toujours un moment donné où on n'a pas toutes les informations, on n'arrive pas à voir cette zone-là, d'où l'intérêt de ballons. Et donc Stratéol 2, sur ces ballons, il y a des nacelles qui sont donc assemblées à la PIT. Ces nacelles embarquent plusieurs types d'instruments fabriqués par différents labos, chacun ayant sa spécialité. Et voilà, on a ici à côté la nacelle Zephyr, la nacelle scientifique qui est la responsable d'accueillir les instruments scientifiques et d'envoyer toute l'information au sol pour pouvoir être traité après. Ce qu'on voit ici, c'est les 3 cartes électroniques qui gèrent la puissance de la nacelle et la communication avec les instruments et les modems qui s'en chargent de la communication qu'on peut dire pour le grand public, qui c'est notre téléphone. Nous offrons le support pour intégrer, donc assembler des instruments de mesure. Donc on a soit des halles instrumentales pour faire des chaînes d'intégration, surtout s'il y a plusieurs instruments identiques à assembler, on va faire à la chaîne, d'abord une structure mécanique, puis amener petit à petit les éléments essentiels pour fabriquer un instrument. L'alimentation, la batterie, puis la localisation, le système de communication, les instruments scientifiques qui vont faire des mesures physiques, quelles qu'elles soient. Ces différentes étapes d'assemblage sont minutieusement vérifiées, la moindre incertitude pouvant provoquer des dysfonctionnements de l'instrument, comme par exemple un défaut de batterie ou de communication faussant les observations scientifiques. Je prends souvent cette idée quand je fais visiter la PIT aux primaires. C'est un peu comme des Lego. On prend des pièces, on les assemble pour faire un produit fini, que ce soit, une fusée, une voiture, voilà. Nous, on va prendre des pièces individuelles et on va les assembler pour faire une structure et on va y intégrer par la suite les instruments scientifiques
que nous auront confié les équipes scientifiques qui veulent faire les mesures. Ça peut être de l'observation par une caméra, ça peut être de la visualisation des nuages, ça peut être des mesures. Et après ça, l'ensemble va être évidemment fermé pour résister à l'environnement dans lequel il sera. La PIT est équipée de nombreux instruments permettant de s'approcher du vide et des températures spatiales, ainsi que des conditions extraterrestres telles que l'atmosphère martienne, ceci permettant une large gamme de tests pour des applications scientifiques variées. Quand on va aller sur un instrument spatial, là il y aura des contraintes supplémentaires parce que forcément l'instrument ne peut pas tomber en panne, on ne peut pas aller le réparer dans l'espace. Et donc l'instrument doit être extrêmement fiable, qu'il va être intégré dans ce qu'on appelle une salle blanche ou une salle propre, dans laquelle l'environnement est contrôlé, aussi bien en température, en hygrométrie qu'en empoussièrement, pour que l'équipement ne soit pas fragilisé et surtout qu'il n'y ait pas de poussière dessus, parce que systématiquement les poussières vont se déposer sur les cartes électroniques et donc les fragiliser, ou sur les parties optiques des instruments. C'est l'instrument de remplacement de Phébus. Il est dans les mêmes conditions, ou presque, de vide, en tout cas pour l'instrument, c'est pour ça qu'il y a des pompes autour. Si on a des informations qui sont surprenantes sur le vrai instrument qui est distant, de refaire exactement la même chose, ou d'essayer de refaire la même chose ici, de faire les mêmes mesures, voir comment ça se passe. Là, il est sous un flux ISO 5 qui permet qu'il ait un taux de poussière très faible, en tout cas qualifié, de quelques milliers de particules plus petits que 0,5 microns par mètre cube d'air. Donc ça, c'est une maquette de Phébus. Alors c'est pas du tout un proto ni quoi, c'est vraiment de la pure maquette pour présenter l'instrument. On voit Phébus à l'échelle 1. Donc c'est un instrument qui fait 7,5 kg à peu près pour cette dimension-là. Voilà, et donc vu de l'extérieur, on a ici le baffle qui permet de limiter les lumières parasites qui viendraient contaminer nos mesures, qui est accommodé en fait à l'extérieur du satellite. Donc les photons arrivent par le baffle, sont renvoyés par un miroir qui est ici. On a, pour ceux qui connaissent la fente du spectromètre, qui est localisée quelque part dans ce plan, 2 réseaux de diffraction ici qui vont nous permettre de venir séparer les raies dans l'UV de la lumière qu'on reçoit vers donc 2 détecteurs principaux qui sont ici. Donc Phébus est un instrument qui est sur la mission Bepi Colombo de l'ESA, qui est une mission en route actuellement vers Mercure. Alors Phébus est un instrument qui va s'attacher à caractériser la composition de l'exosphère de Mercure. Alors l'exosphère, on peut voir ça comme l'atmosphère de Mercure, qui est juste très peu dense, et donc elle va caractériser cette composition et aussi son interaction avec le milieu, la surface de la planète, et également ses variations temporelles et géographiques autour de la planète. Pour faire ça, Phébus est un spectromètre ultraviolet qui va donc mesurer le contenu spectral de ce qui est émis, de la lumière qui est émise par l'exosphère de Mercure. Connaissant l'émission spectrale de l'exosphère, on est capable de déterminer quels sont les éléments qui sont contenus dans l'exosphère. Un certain nombre d'activités d'intégration et de tests ont été réalisées à la PIT. La plus importante a été justement tout ce qui est intégration, c'est-à-dire que l'instrument a été assemblé dans les salles blanches de la PIT, et à peu près tous les modèles, c'est-à-dire tous les prototypes de l'instrument, donc en conditions propres, ce qui est important pour un instrument spatial, a fortiori un instrument d'optique et a fortiori un instrument qui travaille dans l'UV. Dans les salles blanches aussi, ce qu'on a fait, c'est tout ce qui est test fonctionnel, alignement optique, une certaine partie des tests d'optique, c'est-à-dire de performance de l'instrument, pas tous, mais une partie. On a aussi profité d'un certain nombre de moyens de tests d'environnement de la PIT, la cuve à vide notamment, et le pot vibrant pour tester certains sous-systèmes de l'instrument. Tous les mécanismes qui partent dans l'espace doivent être testés en durée de vie, c'est-à-dire qu'on les sollicite continuellement pendant une durée qui est représentative en nombre de cycles de la mission. Et ça a été fait dans l'enceinte à vide de la PIT pendant 1 mois et demi, je crois. Alors Bepi Colombo a été lancé depuis Kourou en fin 2018. Donc le modèle de vol est parti à ce moment-là sur le satellite. La croisière est en cours. Par contre, pendant le développement de l'instrument, et comme très souvent, voire toujours,
Quand on développe un instrument, on développe son modèle de vol, mais aussi son jumeau, qu'on appelle le flight spare, donc le modèle de rechange, qui est là pour, si le modèle de vol, une fois intégré sur le satellite, avant le lancement, présente des défauts, un problème ou quoi que ce soit, on est capable assez rapidement de faire l'échange. Donc c'est vraiment son jumeau. Celui-là, normalement, ne part pas. Et dans tous les cas, il reste, après le lancement, un modèle qui est vraiment identique au modèle de vol sur Terre. Donc aujourd'hui, à la PIT, dans la salle blanche, il reste ce flight spare de Phébus, qu'on garde pour réaliser éventuellement des caractérisations optiques sur l'instrument, si nécessaire. On utilise aussi occasionnellement pour vérifier des comportements qu'on observe en vol. Une fois que les équipements sont intégrés, assemblés, donc nous on fournit l'infrastructure pour assembler tout ça, les équipements vont être testés pour être sûrs de leur capacité, de leur fonctionnement, et puis pour les fiabiliser aussi. On a une fonction d'ingénieur d'essai, donc c'est nous qui réalisons les tests, et on a aussi une fonction de conseil. Les personnes qui veulent utiliser nos moyens, que ce soit le pot vibrant, les enceintes climatiques ou la cuve à vide thermique, viennent avec une idée en tête, nous proposent ce qu'ils veulent faire, on leur dit si c'est faisable, si c'est pas faisable, et au pire, on adapte. Ou eux s'adaptent à nous. Et particulièrement à la PIT, nous avons des enceintes climatiques qui reproduisent les conditions de température, d'humidité et de pression pour des instruments terrestres. On peut adapter la pression en fonction de l'altitude. Alors soit la pression en absolu, on lui dit on veut 10 millibars, 100 millibars, 200, 500 millibars. Elle va se mettre à la pression qu'on lui demande. Mais on peut lui dire aussi simule-moi la pression à 10 km d'altitude. Et pour les instruments spatiaux, on va aller carrément à un degré supérieur pour aller sur du vide spatial ou simuler une atmosphère. Particulièrement, on est capable de simuler l'atmosphère de Mars. Si Mars, c'est la cuve à vide thermique de la PIT, parce qu'elle a la capacité de reproduire l'atmosphère martienne en composition et en pression. Mais à la base, c'est une cuve qui est censée reproduire les conditions spatiales. Au départ, on a imaginé la mise en œuvre d'une nouvelle filière spatiale. Et l'idée, c'était de pouvoir répondre à des enjeux scientifiques qui étaient pas forcément accessibles avec un gros satellite en orbite. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est de mettre en œuvre une future constellation de petits satellites, notamment pour faire la mesure du bilan radiatif de la Terre. Alors, le bilan radiatif de la Terre, au sommet de l'atmosphère, on a plusieurs flux. On a un flux qui est d'origine solaire. Donc, c'est un flux qui est aux alentours de 340 watts par mètre carré. Ensuite, on a un flux qui va être réfléchi, c'est ce qu'on appelle le flux albédo. Il est de l'ordre de 100 watts par mètre carré. Et ensuite, l'autre composante, c'est ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge de la Terre. Ça fait 240 watts par mètre carré. Donc 340 moins 100 moins 240 watts par mètre carré, normalement, on doit trouver une valeur qui est égale à 0, quand le système est à l'équilibre. On a une valeur qui est positive. Une valeur positive signifie que la température de la planète va augmenter. Donc on est sur un réchauffement climatique. Et pourquoi on a des valeurs positives? Parce qu'on va associer des forçages radiatifs, comme par exemple le CO2, le méthane. Tous ces gaz à effet de serre ont une tendance à avoir un effet sur le réchauffement. À l'inverse, quand on a des éjections des aérosols, eux ont un effet négatif sur le climat. On va créer un refroidissement. Une éruption volcanique, sur une certaine durée, ça crée une diminution de la température de la planète. Et comme on s'intéresse à avoir à un moment des mesures de flux toutes les 3 heures et d'avoir une bonne résolution spatiale, ce qui est vraiment fondamental, c'est d'avoir à un moment du multipoint. Et qui dit multipoint dit plusieurs satellites en orbite. UVSQ-SAT, c'est le premier satellite de notre filière, de notre dispositif. Pour moi, la PIT et l'OVSQ, c'est un élément qui est fondamental dans un système de recherche, parce que ce qu'on avait imaginé dans la mise en œuvre de notre dispositif, c'est d'avoir au maximum les moyens à proximité de nous. Donc on est dans une stratégie de réappropriation industrielle, de territorialité. Aujourd'hui, au niveau national, un GIS s'est créé. Et cette structure vise à optimiser la façon dont les moyens sont utilisés, donc au niveau national et donc en particulier au niveau francilien. Au niveau de la région parisienne, il existe plusieurs plateformes ou stations d'étalonnage un peu semblables ou en tout cas avec des missions proches de celles de la PIT. Nous, à Guyancourt, donc lieu d'implantation de la PIT, il est clair
que du fait de l'écosystème qui existe, donc les laboratoires, il y a des écoles aussi avec des enseignements sur le spatial, mais aussi la présence de start-up ou de sociétés de petite et moyenne taille qui travaillent dans ces domaines, il y a un véritable besoin d'une telle installation. Donc on a mis en œuvre un dispositif, on a intégré le satellite dans les salles blanches de l'OVS Cupid, donc qui sont à côté de nos dispositifs. Ensuite, on avait à un moment tous les moyens de test pour pouvoir vérifier la tenue du satellite en environnement. Donc un pot vibrant, ou vibrateur électrodynamique, qui permet de simuler les conditions dans lesquelles seront les instruments ou dans lesquelles ils vont être transportés. On va les secouer en fait de façon un petit peu plus forte que ce qu'ils vont subir pour être sûr que, par exemple, un satellite ou un instrument d'un satellite soit capable de résister à un décollage d'une fusée, c'est assez violent. Mais on peut aussi avoir pour des instruments terrestres, par exemple, pour être sûr qu'ils résistent à la houle quand ils sont sur la mer, pour être sûr qu'un instrument aussi, par exemple un morceau de télescope, résiste à un tremblement de terre, parce qu'ils peuvent être mis dans des endroits où il y a des tremblements de terre. Ce sont des exemples qu'on a déjà fait récemment. Cette bobine-là, c'est elle qui va vibrer. Là, il est en position horizontale, donc il est couplé à une table. C'est avec cette table-là que, par exemple, on va faire... ça dépend des manips, mais là, ça peut être l'axe X, ça peut être l'axe Z. Là, le pot, comme ça, il est dans son axe Z. Alors en général, on prépare un test en demandant d'abord la spécification du client et ensuite on lui demande aussi combien d'accéléromètres il veut. Un accéléromètre, c'est un petit capteur piézoélectrique qui va recevoir une tension et qui va répondre en fonction de la tension qu'il va recevoir, une autre tension qui va être retransformée en réponse sur le système d'acquisition. Et donc on rentre les niveaux dans le pot vibrant pour des recherches de résonance, pour des cyclages en sinus. Et donc, ça nous donne un retour de ce que voit son équipement à différents niveaux. Donc, en recherche de résonance, c'est pour voir s'il y a une carte qui bouge ou autre chose à une fréquence dédiée. C'est un profil assez classique pour des aléatoires. Donc, c'est pas des sinus. Les sinus, tu vas avoir quelque chose d'assez régulier. Et là, en fait, on a un profil où tu as une montée, tu as un petit palier, et après tu redescends pour pas que le pot s'arrête brutalement. Et en fait, là, entre 20 Hz et 2000 Hz, le pot il va envoyer toutes les fréquences en même temps. Grâce à une étroite collaboration avec le LATMOS, UV-SQSat, un satellite révolutionnaire permettant l'étude du climat depuis l'espace, a pu être intégralement assemblé et testé dans les salles de la PIT. Pour moi, la réussite d'UV-SQSat passe par la relation qu'on a eue avec les responsables de la PIT et surtout la proximité. C'est-à-dire qu'en permanence, on a eu de l'aide, c'est-à-dire qu'ils ont eu un apport décisif dans les essais. Et ensuite, ce qui est fondamental, c'est le planning. On a bénéficié de souplesse quand on avait certains retards. À chaque fois, on a eu en permanence une aide pour nous aider à un moment à réintégrer notre dispositif, à gagner du temps et à venir en temps et en heure malgré les retards. Voilà, alors il y a une chose qui est fondamentale dans ce genre de programme, c'est qu'il faut les rendre à un moment compatibles avec des carrières. Alors, typiquement, on a vu qu'il y avait des missions qui pouvaient durer dans le temps, qui sont très très longues. C'est-à-dire, on peut avoir une idée qui émerge à l'instant T, par exemple, aujourd'hui, et puis elle va être mise en orbite 20 ans plus tard. UV-SQSat, c'est un projet qui a été réalisé de façon extrêmement rapide, puisqu'il a été conçu en même pas 2 ans, et surtout assemblé, intégré en moins d'1 an. Entre le moment où on débute le début d'intégration et le moment où il est envoyé par une fusée, il y a 1 an à peu près, même pas. Donc c'est un projet beaucoup plus rapide, et la PIT, encore une fois, a accueilli l'intégration, donc l'assemblage, d'abord de la structure, puis des différents éléments électroniques. La question à se poser, c'est comment on pouvait à un moment imaginer des dispositifs ou des missions qui pouvaient être compatibles de la durée
d'une carrière. Et surtout, le mot-clé aussi, c'est d'un moment trouver un moment la notion d'amusement. Ce qui est fondamental, c'est que les gens trouvent un plaisir dans ce qu'ils font. Donc, dans l'affaire que l'on a mise en place, on a essayé de connecter l'industrie, on a essayé de connecter la partie éducation et la partie recherche. Et en permanence, l'idée, c'était de mettre en œuvre des moyens pour que les gens s'impliquent et qu'on sorte un peu, même parfois d'un cadre formel, pour aller vers un résultat. Là, on n'attend plus que le décollage, puis la communication pour vérifier que tout fonctionne de ce premier démonstrateur. Évidemment, après ça, et quasiment à la suite, on va en reconstruire un autre. Dès l'année prochaine, on recommence avec un suivant, voire même 2 suivants.